être confrontés. Donc, en fait, je vais essayer de faire ma partie en 4 morceaux. Tout d'abord, de vous dresser une accroche sur quel est l'état des lieux sur les moyens de paiement en ce moment. Et comme je l'indique, on est quand même dans un secteur en évolution. Après, on parlera de l'évolution des principaux moyens dans leur utilisation avec quelques chiffres. Et puis, après avoir évoqué les enjeux, j'aimerais vous parler de 4 grands chantiers qui me semblent être des questions que nous, en tant que professionnels des moyens de paiement, on aborde au quotidien et auxquels vous allez être confrontés à plus ou moins long terme, auxquels vos clients vont être confrontés à plus ou moins long terme, donc sur lesquels il faut que vous ayez, comment dire, un certain nombre de points d'alerte. Voilà. Enfin, sans pour autant devenir des grands spécialistes, mais savoir que c'est des sujets qui peuvent ressortir, voilà, et qui sont très opérationnels, beaucoup plus que les grandes généralités. En fait, domaine apparemment en sensible évolution, c'est incontestable qu'aujourd'hui on n'arrête pas de parler des paiements. Tous les jours, y compris dans la presse grand public, il y a des articles sur un nouveau type de carte, les paiements par Internet, les paiements par téléphone. Enfin, véritablement, c'est un sujet extrêmement d'actualité. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'entreprises qui se créent, qui ambitionnent de révolutionner les paiements. J'en ai mis deux startups françaises, Lydia et Pumpkin, qui sont des gens qui font du paiement peer-to-peer, c'est-à-dire, en fait, à partir de votre téléphone, une application sur votre téléphone, vous pouvez payer quelqu'un d'autre. Les gens qui font ça, Cyril, là, il a 35 ans, c'est un vieux, et le fondateur de Pumpkin, il a un tout petit peu moins vieux, il doit avoir 23-24 ans, il vient de sortir de l'école. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des remboursements entre copains, etc. Bon, ça bouge. Et tout ça, effectivement, sous l'effet des technologies, de la généralisation du smartphone, et puis aussi de digital natives, des gens qui sont un petit peu plus jeunes que moi, qui n'ont pas de cheveux blancs, qui eux sont nés avec un PC, avec un téléphone, etc. Bon, ça bouge énormément, et on a l'impression qu'il se passe plein de choses dans le domaine des paiements. Et en fait, il y a une grande confusion, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des nouveaux moyens de paiement, mais il n'y a pas de nouveaux moyens de paiement. Si vous remontez 30 ans en arrière, en 1986, là, vous apercevez qu'on a exactement les mêmes moyens de paiement qu'il y a 30 ans. On a les espèces, on a le chèque, on a les virements et les prélèvements. Alors oui, effectivement, ça a changé. Hein. Ça ne s'appelle plus les virements et les prélèvements, maintenant ça s'appelle SEPA Direct Debit, c'est-à-dire le prélèvement en nom européen, et le SEPA Credit Transfer, c'est-à-dire le virement. Mais ça existait déjà sous un autre nom. Et puis on a la carte, et la carte était déjà là il y a 30 ans. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on utilise la carte comme un support d'innovation pour changer les facteurs de forme et la manière dont on va utiliser cette carte. Alors on l'a déjà vécu tous les uns et les autres en l'utilisant sur Internet. La carte au début n'était pas faite pour ça. C'était vraiment fait pour aller chez un commerçant. Hein. Quand elle a été inventée dans les années 50 aux États-Unis, c'était pour faire des charge cards dans les hôtels et dans les restos. Voilà. Mais non, c'était vraiment utilisé en paiement possible. Et la première évolution qu'il y a eu quand même, c'est qu'aux alentours des années 2000, hein, quand il y a eu le démarrage du commerce électronique, là, on a commencé à utiliser la carte comme un support pour faire du paiement dématérialisé sur Internet. Voilà. Et bien maintenant, ce nouvel usage de la carte, il est dans toutes les nouvelles offres qu'on vous propose, dans tous les nouveaux produits qu'on prétend inventer, c'est ce qui se prétend nouveaux moyens de paiement. Par exemple, Lydia et Pumpkin, c'est pas une critique à leur égard, mais ils s'appuient sur la carte. Pourquoi? Parce que c'est un mécanisme qui permet effectivement de faire communiquer le payeur et le créancier. Parce que inventer des nouveaux moyens de paiement, c'est vachement bien, sauf qu'il y a un moment, il faut quand même que l'argent il aille d'un endroit à l'autre. Pour ça, il faut des infrastructures. Et les infrastructures qui existent aujourd'hui, il y en a deux. Il y a les réseaux de compensation, carte bancaire, Visa, Mastercard, et puis de l'autre côté, il y a le réseau STEP qui permet de transférer les fonds, les micro-paiements, qui est géré par la Banque de France. Voilà. Donc il faut quand même relativiser les choses. Il y a une grande ébullition, et globalement, on n'a pas encore inventé un truc génial qui modifie fondamentalement la manière dont on paie. Alors, maintenant, les principaux moyens de paiement, comment ils bougent depuis quelques années. Incontestablement, la carte bancaire est devenue le moyen de paiement préféré. Tout le monde le sait, tout le monde le dit. Tous les Français l'utilisent très régulièrement et continuent à l'utiliser de plus en plus fréquemment. Et d'ailleurs, depuis de nombreuses années, le GE Carte Bancaire qui fait des études régulièrement constate qu'on veut l'utiliser dans de plus en plus de cas et qu'on est frustré lorsqu'on ne peut pas l'utiliser chez certains commerçants, chez certaines professions médicales, etc. J'ai donné ici quelques chiffres en volume. Donc entre 2009 et 2015, le volume de paiement par carte est passé de 453 milliards d'euros à 592 milliards d'euros.
c'est considérable. Ça représente quasiment le quart du PIB français. Ça, c'est des chiffres qui mélangent un peu les paiements purs et les retraits, la proxy et la distance. Enfin, on n'est pas à quelques milliards près. Ça donne une idée des véritables tendances que l'on voit. Et sur les 592 milliards qu'on voit en 2015, 566 milliards sont des paiements cartes bancaires qui sont faits par la carte CB, co-brandée Visa Mastercard. Donc ça veut dire qu'en fait les autres types de cartes, les Amex, etc., autres cartes de paiement, sont quand même marginales. Le vrai corps du business, c'est ces systèmes interbancaires développés depuis des années par la communauté bancaire, avec un taux de croissance de 5% par an. C'est énorme, 5% par an, quand on voit qu'on a une croissance du PIB qui est un petit pourcent avec une inflation qui est à zéro. C'est-à-dire qu'on a une croissance plus élevée que la croissance de l'activité. Donc en fait, ça veut dire qu'on mange sur les autres moyens de paiement. Il y a un décalage d'autres moyens de paiement vers le paiement par carte, grâce notamment aux 65 millions de cartes en circulation. Je passe même pas les cartes étrangères, puisque nous avons aussi la chance de recevoir en France un certain nombre de touristes et d'autres visiteurs qui, eux, viennent évidemment avec leur moyen de paiement. Donc ça, la carte, elle reste l'élément essentiel. Et en deuxième, qu'est-ce qu'on voit? On voit les espèces. Les espèces, ça représente. Donc la carte, c'est environ 60% des paiements de proximité. Les espèces, ça représente en nombre de paiements environ 20% des paiements de proximité. Voilà. Puis après, on mélange un peu, il y a un bout de chèque, il y a un bout de virement, etc. Voilà. Et donc, ce qu'on s'aperçoit ici, c'est qu'en France, on a quand même, là j'ai mis 55, et on a une quantité de paiements par espèce qui est relativement faible par rapport aux autres pays, et notamment il y a de nombreux cités qu'on voulait mobilité sur le stand par rapport à l'Allemagne. En Allemagne, on fait encore beaucoup en espèces. C'est des aspects culturels qui sont vraiment évidents. Et on sait qu'il y a un seuil psychologique qui est de l'ordre de 15 € entre le moment où on est prêt à sortir des espèces et puis celui où on va dire, ben non, même si j'ai des espèces dans ma poche, je vais sortir la carte et je vais garder. Et d'ailleurs, il y a eu des études de la Banque de France et de la Banque centrale qui montrent qu'il y a une prévalence en France des billets de 10 et de 20 € dans la circulation fiduciaire, alors qu'en Allemagne, on a une prévalence des coupures plus élevées. D'ailleurs, on sait que c'est grâce ou à cause des Allemands qu'on a des billets de 500 et des billets de 200 €. Voilà. Quant au chèque, pour sa part, il continue à diminuer régulièrement depuis 1995. En 1995, je crois qu'il avait atteint son point haut avec quasiment 4 milliards de chèques échangés dans l'année. Maintenant, on est à environ 2,4 milliards. Donc ça baisse, mais comme je dis, papy fait de la résistance parce que 2,4 milliards c'est quand même assez significatif. Donc ça baisse doucement, ça baisse doucement parce qu'en fait le chèque il a quand même un usage qui reste. Il y a évidemment l'usage que nous avons en tant que particulier, mais c'est surtout aussi un usage professionnel avec des paiements inter-entreprises qui se font encore par le chèque. Et puis aussi, même pour nous particuliers, le paiement à distance, parce que c'est quand même un outil assez pratique pour payer à distance quelqu'un dont on n'a pas les coordonnées bancaires. Jusqu'à présent, on n'a pas vraiment d'autres types de solutions, enfin, sous réserve de celles qui vous seront présentées tout à l'heure. Voilà. Et donc, point intéressant aussi, donc le paiement moyen en carte bancaire aujourd'hui, c'est 48 € en paiement de proximité. Le paiement par chèque, en moyenne, c'est 555 €. On voit bien qu'on n'adresse pas les mêmes. Et alors, je ne parle même pas des paiements par virement, parce qu'en fait, les paiements par virement, le montant moyen doit être d'environ 20 000 €, mais c'est normal, parce qu'on est sur des trucs de grosses entreprises, etc. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, on ne peut pas jouer avec un seul moyen de paiement, il faut un panel, un choix de moyens de paiement, qui va être adapté à des situations économiques, des situations de relations variées. Et c'est ça qui fait la richesse d'un écosystème de paiement. Donc, quels sont les enjeux pour les acteurs en matière de paiement? Alors, il y a plusieurs acteurs dans le monde du paiement. Il y a évidemment les particuliers. Il y a les professionnels qui sont, en particulier, on va dire, les débiteurs. Le professionnel est souvent le créancier. Et puis, il y a évidemment la communauté bancaire qui est au cœur de ce réacteur qui fait fonctionner. Et puis, les pouvoirs publics, évidemment, qui sont là pour en assurer la cohérence et la sécurité. Donc, le premier enjeu en matière de moyens de paiement, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est la sécurité. En fait, nous sommes tous, quand nous mettons notre casquette de citoyens et d'utilisateurs, ce qui nous préoccupe avant tout, c'est la sécurité. C'est-à-dire, c'est de ne pas avoir de fausses pièces, de ne pas être payé par un faux billet, de ne pas se prendre un impayé chèque, de ne pas se faire voler son numéro de carte, de ne pas se faire usurper son identité sur Internet. Voilà. La sécurité, c'est au cœur, parce que le paiement, c'est la confiance. Et justement, s'il n'y a pas de confiance dans les paiements, ben, on en revient au troc. Voilà. Donc, j'ai placé, c'est bon.
Et donc, dans ce cadre-là, les pouvoirs publics, ils sont à l'origine de beaucoup d'initiatives. Dans la loi sur la sécurité quotidienne de 2001, à l'instigation du député Maillet, ils avaient créé l'Observatoire sur la sécurité des cartes de paiement, qui dépend de la Banque de France. Ils ont créé aussi une direction sécurité des moyens de paiement de la Banque de France, qui contrôle régulièrement, quand des nouveaux moyens de paiement ou des nouvelles usages sont mis en place, comment la sécurité en est implémentée, avec des audits dans les entreprises, des contrôles, etc. Et l'Observatoire, pour sa part, réunit un ensemble de parties et rédige tous les ans un rapport sur, en général, la fraude sur les cartes. C'est rien la fraude sur les cartes, c'est 400 millions d'euros par an, dont 40 millions en proximité. Alors c'est beaucoup d'argent, hein, si les uns et les autres on avait ça, on serait content, mais enfin, rapporté à 600 milliards de flux, c'est ridicule. Même si on peut toujours, bien entendu, s'améliorer, surtout quand on est du côté des gens qui le payent, notamment la communauté bancaire, qui investit beaucoup dessus. Mais en proximité, c'est 40 millions. 40 millions sur 500 milliards de flux. Et souvent des gens qui ont payé après n'a pas été volés en même temps. Donc voilà, ça c'est très très important, la sécurité des cartes. Le BA c'est l'autorité bancaire européenne. Alors là, il faut que vous appreniez qu'il y a une autorité bancaire européenne qui a été créée dans le cadre des nouvelles dispositions sur la sécurité des banques en Europe, qui va fixer des règles, qui aujourd'hui est à Londres et que tout le monde espère récupérer sur le continent. Et donc elle a une nouvelle compétence récente qui a été faite par un règlement européen qui va l'amener à être compétente en matière de sécurité des moyens de paiement, et elle va donc édicter des règles qui vont essayer d'harmoniser les différentes règles dans les différents pays européens. Parce qu'aujourd'hui, on a des pays européens qui sont des bons joueurs, et la France en fait partie, et nous avons des autorités qui sont très exigeantes sur la sécurité, extrêmement exigeantes, okay, et qui contrôlent, puis on en a d'autres qui sont un peu plus cool. Voilà. Et donc, l'objectif de cette autorité, c'est de créer des normes qui vont s'imposer à tous. Et puis, il y a aussi un challenge très important au niveau de la sécurité du paiement par carte, qui reste, hein, même si les choses se sont bien améliorées, mais qui reste vraiment un point d'attention, c'est le challenge de la vente à distance, sur Internet notamment, mais là, je ne déflore pas le sujet de lui. En tout état de cause, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la carte est un moyen de paiement extrêmement sûr, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été mises en œuvre, donc on a parlé de l'EMV, je ne vais pas vous manger votre temps là-dessus, je ne vais pas en parler plus, et que c'est pour ça qu'on va voir après qu'il y a une volonté de promouvoir son usage. Deuxièmement, moyen important, enfin, sujet important dans les paiements, la rapidité d'échange. Et en ce sens, des espèces ont encore leur place, jusqu'à l'arrivée d'autres choses, dont on parlera aussi des sans contact, parce que les espèces c'est quand même très rapide pour payer. La simplicité, c'est très important, et puis la traçabilité, ou à contrario l'anonymat, selon le côté sur lequel on se place, qui est un véritable enjeu sur les autorités, et pour les autorités, et là on voit bien les impacts que ça a, notamment dans votre activité, s'assurer que les bases fiscales sont pertinentes et qu'il n'y a pas d'encaissement au noir. Voilà. Et enfin, un autre élément assez complexe, c'est le coût et l'efficacité économique du moyen de paiement. Alors, une fois qu'on a fait ces grandes généralités, il y a quand même quelques chantiers sur lesquels je voudrais attirer votre attention. Le premier grand chantier, incontestablement, c'est qu'aujourd'hui, il y a une volonté des pouvoirs publics d'élargir l'acceptation des paiements par carte. Il y a eu, vous savez, les assises nationales des moyens de paiement il y a 2 ans, qui avaient été précédées du rapport Projet Constant, où beaucoup d'acteurs ont été mobilisés. L'idée, c'est de moderniser la France sur les moyens de paiement, en partant du principe que les moyens de paiement plus modernes, ça facilite les échanges, ça simplifie la vie des gens, ça contribue à créer de la richesse. Pour ce faire, 3 actions principales. Volonté de réduire les coûts. Donc, volonté de réduire les coûts, c'est notamment réduire les coûts sur la carte. On voit encore pas de paiement par carte en dessous de 15 €, etc. Bon, des problèmes de modèle économique. Il y a eu des aspects contractuels. La communauté bancaire a fait des efforts spontanés. Le ministère des Finances, pour sa part, a négocié avec la Fédération bancaire française des baisses de ce qu'on appelle les interchanges. Et puis, il y a maintenant, au-dessus de tout ça, une réglementation européenne qui est venue fixer les interchanges. Les interchanges, alors attention, là il y a une confusion, et notamment y compris notre ministre, M. Sapin. Les interchanges, c'est la somme qui est payée par la banque commerçante à la banque du porteur. D'accord ? Ce n'est pas l'ensemble du coût d'une transaction bancaire. Donc quand on nous dit aujourd'hui que les commissions bancaires vont baisser parce qu'on a réduit les interchanges à 0,25 à 0,35, en France, avant, on mix à 0,28, mais bon, voilà. Donc, quand on nous dit que ça a baissé, les gens pensent, géant, je payais 1% de commission, maintenant ça va être 0,25. Non, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est ce que pense peut-être le ministre, mais c'est pas ça que ça veut dire, parce que l'interchange ne rémunère que l'échange d'informations entre la banque porteur et
la banque acquéreur, il y a quand même un système d'information pour faire tourner tout ça. Il y a un coût du risque, de la fraude, etc. Mais simplement, cet aspect-là, il a été réduit. Il faut bien comprendre qu'en France, on avait déjà les interchanges les plus faibles d'Europe. Donc cette disposition qui a été prise par le règlement IFR, il a un impact dans beaucoup de pays. En Allemagne, c'est hors de prix, Italie, etc., etc. Mais en France, il a un impact qui est plus perturbant sur le marché qu'un vrai impact économique. Deuxième point important, pour élargir l'acceptation du paiement, c'est le paiement de petits montants. Faire en sorte qu'aujourd'hui, les paiements de petits montants, on puisse les faire de manière moderne par rapport effectivement aux espèces qui sont considérées comme pas très modernes. Et je reviendrai sur la slide suivante, sur l'aspect du NFC. Et puis enfin, c'est pour permettre à des nouveaux secteurs d'activité, à des entreprises qui aujourd'hui n'acceptent pas, pour de tas de raisons, le paiement par carte, de les accepter. Et ça, il y a d'abord des actions commerciales qui sont faites par les banques traditionnelles, et puis aussi des nouveaux acteurs qui arrivent avec des solutions qu'on appelle les M-Post, que vous avez peut-être vu sur notre stand, qui sont en fait un petit lecteur qui est utilisé avec une application sur un smartphone. Je ne vais pas vous faire l'article, vous viendrez voir si ça vous intéresse. Elles sont plus légères techniquement et elles ont un modèle économique qui est un peu différent des modèles classiques de monétique. Oui, tu peux le montrer, c'est ça. Bon. Et donc l'idée, c'est qu'il y a moins de frais fixes ou pas du tout de frais fixes et que des frais variables. Donc c'est extrêmement adapté à des gens qui ont des besoins très ponctuels. Et ça amène une variété d'acteurs à faire ce type de proposition. D'abord la communauté bancaire, puisque l'ensemble des établissements bancaires, à commencer par les banques populaires et leurs différents confrères, ont proposé des solutions de M-Post de manière à couvrir, on va dire, si on fait une pyramide en disant les grands commerçants c'est les tier 1, et bien les tout petits c'est le tier 4, voilà, donc à couvrir ça. Mais il y a aussi des nouveaux acteurs qui sont rentrés, des acteurs, des pure players, et donc nous faisons partie sur la France, on est les seuls pure players français là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'élargissement de l'acceptation du paiement. Il y a des assises nationales, aujourd'hui des comités de travail sous l'égide de la Banque de France qui se réunissent régulièrement, auxquels on travaille. C'est un domaine important. J'y reste combien? 2 minutes? Non? Moins de 12 minutes, c'est ça? Alors je continue. Le numéro 2, c'est le déploiement du paiement sans contact. Donc là, regardez bien les chiffres. Le paiement sans contact, on en parle depuis 15 ans. Depuis 15 ans, ça décolle. Et j'ai été le premier à ne pas y croire. Ça fait 20 ans que je suis dans ce secteur d'activité. Mais ça y est, véritablement, on a des volumes qui sont vraiment significatifs, on a des masses critiques qui ont été atteintes, aussi bien en nombre de cartes émises, en taux d'utilisation des cartes, en nombre de commerçants équipés et en commerçants qui activent les contrats sans contact. Donc le flux démarre. C'est très intéressant, vous voyez, le ticket moyen c'est 10 €. Donc on a bien dans la logique d'aller chercher aujourd'hui des flux qui sont traités en espèces ou en petits chèques, moins de 15 € à cause de la garantie, et qui commencent à basculer sur le paiement par carte. Et on va avoir une deuxième étape qui va être le paiement par mobile sans contact. Là, c'est pareil, il y a une présentation qui est prévue par Louis, donc je ne fais pas de commentaires supplémentaires sur cet aspect-là. Mais ça, c'est un vrai sujet, et vous allez tous l'avoir dans vos clients dans les mois et les années qui viennent. Alors, troisième grand chantier, c'est un chantier sur lequel on ne va pas avoir le temps de s'appesantir. C'est là plutôt un mauvais chantier, très perturbant, c'est la sélection du skill. Aujourd'hui, alors ça c'est un truc spécial. Ouais, aujourd'hui, quand vous payez par carte bancaire, que votre carte soit CB Visa, CB Mastercard, etc., vous en fichez. Mettez votre carte, vous payez. La réglementation européenne rend obligatoire, à compter de maintenant, et en fait en France on a décalé au mois de juin prochain, mais on ne sera même pas opérationnel, l'obligation de permettre aux porteurs de choisir sur quelle application il veut payer. C'est-à-dire qu'en fait, il faudra que le terminal nous demande si on veut payer en carte bancaire ou en Visa. Ce dont nous n'avons strictement rien à faire. Okay. Mais ceci vient du fait qu'au niveau européen, les deux grands réseaux, Visa et Mastercard, ont fait un lobbying suffisamment fort et veulent chacun récupérer ce flux, okay, alors qu'aujourd'hui, il est traité par l'interbancarité en France. Il y a un vrai enjeu stratégique, mais indépendamment de l'enjeu stratégique qui ne concerne pas les utilisateurs que nous sommes, ni les commerçants, ni les porteurs, mais qui a un vrai enjeu, y compris stratégique pour les banques, ça va être un impact opérationnel très important, c'est-à-dire que ça va mettre un bazar assez impressionnant sur le paiement au quotidien, alors qu'en France, depuis 30 ans, on a quand même de la chance avec l'interbancarité de payer en toute tranquillité, en toute sécurité. C'est un vrai sujet, donc toute la communauté travaille beaucoup, la fédération bancaire avec qui on travaille aussi, voilà, tout le monde travaille beaucoup là-dessus, mais il n'en reste pas moins que ceci vient d'un règlement européen, et je suis très pro-européen personnellement, mais je trouve qu'en l'occurrence, voilà, c'est plutôt contre-productif qu'autre chose.
et ça va avoir des effets pervers sur les interchanges et sur la facilité d'acceptation, notamment en paiement de proximité. Sur Internet, c'est plus facile. On met un logo CB, on clique sur l'un ou sur l'autre, ça c'est assez facile. En paiement de proximité, c'est assez sportif à traiter et ça va avoir de vrais impacts. Puis dernier sujet sur lequel il faudrait un peu aussi, alors la règle HAC, je vous en parlerai une autre fois. Et dernier sujet dont il faut parler, c'est l'instant payment. Alors l'instant payment, c'est un sujet qui est en... Tu peux changer de slide, c'est quoi? C'est une solution qui permet à tout débiteur de régler un créancier en temps réel. En temps réel. Aujourd'hui, la carte, ce n'est pas du temps réel. L'autorisation, c'est du temps réel, mais le clearing and settlement, c'est J+1. Okay. Donc, l'instant payment, ça consistera à dire, ben, je te paye, moi, je perds cet argent, et toi, tu le reçois, mais c'est définitif, irrépudiable. D'accord? Mais en temps réel. Ça pose des problèmes d'infrastructure assez lourds, des problèmes juridiques aussi. C'est plutôt destiné dans un premier temps au paiement sur Internet. Mais quand on fait le rapprochement avec les applications qu'on a vues sur les gens qui font du peer-to-peer en s'appuyant sur une carte à partir du téléphone, on peut imaginer qu'un jour, à partir d'un téléphone, on puisse s'envoyer un message basé sur une infrastructure instant payment où chacun serait rempli de ses droits définitivement et où on se passerait de la carte. Alors, où est-ce qu'on en est? Bof. Voilà. On est en train d'écrire les specs. On envisage de faire des pilotes à partir de la fin de l'année prochaine. Certes, ça existe déjà au Royaume-Uni et au Danemark, mais ils ont des specs différentes de celles qui vont être établies au niveau européen. Bon, donc c'est pas pour tout de suite. 2020, on en parle peut-être, etc. C'est à la fois très éloigné et en même temps, c'est pas si loin que ça pour déployer ce type de système. Et ça, là, pour le coup, ça permettrait une convergence des paiements de proximité et des paiements à distance qui sera assez étonnante. Et pour le coup, l'instant payment, ça peut tuer cher. Parce qu'il y a une vraie solution dans ces cas-là pour payer quelqu'un. Le positif qu'on fait en France, c'est qu'on est en train de mettre en place une infrastructure dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle SEPA-Mail, qui est un ensemble de services basés sur les normes XML qui vont permettre progressivement de créer un certain nombre de services sur lesquels l'instant payment pourra s'appuyer. Et ça, c'est pas mal, ça démarre, on va avoir les premiers. Enfin, on devait les avoir ces mois-ci, mais ça a quelques mois de retard, on va avoir ça dans les mois qui viennent. Les services vont progressivement se déployer au fur et à mesure que les différentes banques seront opérationnelles. Évidemment, il faut que tout le monde puisse parler la même langue. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait encore parler d'autres sujets, on pourrait parler des comptes en banque, des cartes anonymes, des impacts que ça a sur la lutte anti-blanchiment, d'agrégation. Enfin, il y a plein d'autres sujets, puis surtout de la convergence aussi du multicanal. Mais ça, je vais laisser la place à Louis pour qu'il vous en parle. Moi, mon seul mot sur les paiements, c'est un domaine absolument passionnant. Je pense qu'il faut surtout garder un esprit critique et son sang-froid et son bon sens. Et aussi toujours garder présent à l'esprit qu'entre le développement d'une solution technologique et son adoption, eh bien, il y a de grandes différences parce qu'il y a des changements culturels qui doivent arriver et ça prend du temps. Voilà. Donc, maintenant, je vais... Bonjour à tous, donc Arnaud Adio, animateur professionnel à l'Agriculture du Nord. Donc, je vais vous présenter donc, les différents éléments qui ont été établis par BPCE. Donc BPCE, c'est le Banque Populaire, le groupement Banque Populaire Caisse d'Épargne, afin de pouvoir lui proposer un document. Donc, voilà un petit peu le sommaire que je vous présente. Voilà. Donc on va aborder Direct et Proche, System Pay, Apple Pay et le dernier Smart Post, Direct et Proche, donc c'est une création de site internet, qui est beaucoup populaire, qui commercialise effectivement la création de site internet. Pourquoi nous sommes effectivement sur ce marché? Donc, on va déjà s'intéresser au comportement qui évolue. 42,2 millions d'internautes en France, dont 20 millions qui se connectent chaque jour. Donc on voit une importance importante. Premier support utilisé par les Français pour rechercher des commerces de proximité. C'est 79% des internautes en France qui ont déjà effectué un achat en ligne.
Un achat sur deux se fait désormais par la recherche. Un achat sur deux fait désormais l'objet d'une recherche sur Internet. Et 14% des internautes ont réduit un achat via un mobile. Si on se situe au niveau des TPE face au numérique, on voit qu'ils ont une existence physique importante, une proximité, un savoir-faire. 79% d'entre eux sont connectés à Internet. Ils sont équipés, entre 32% en smartphone et 11% en tablette. Par contre, là où ça blesse un peu la blesse, c'est que 40% d'entre eux sont présents sur le web parce qu'ils ont peu de temps ou pas les compétences pour pouvoir développer leur site. Par contre, ils sont unanimes, 45% d'entre eux considèrent qu'il est indispensable d'avoir son site et d'être référencé. D'où, par rapport à ces chiffres, la réponse populaire, c'est de créer effectivement un site internet, de proposer une offre globale. On a effectivement 3 offres, des vitrines pour être présent sur le web, mais en présentant uniquement quelques photos et quelques articles. Les boutiques, là on a un vrai besoin et là on a une vraie offre, puisque là on va pouvoir proposer la vente en ligne, de mettre une grille de paiement sur un site existant, sur un site qu'on pourrait créer. Et les boutiques plus, là le client il aura la possibilité d'être présent sur les comparateurs et sur les marketplaces type eBay, la Fnac. Bien évidemment, ce n'est pas la Banque Populaire qui conçoit le site. On s'est associé avec un des plus grands sur le secteur, qui est Publicis, troisième groupe mondial. Donc une filiale a été créée en 2010. La Banque Populaire, c'est 20 000 clients qui nous font confiance. Donc par rapport à cette confiance, il fallait s'associer avec les fonds qui sont entrepreneurs sur le marché et qui ont un gage de sécurité et de fiabilité, puisque l'entreprise est labellisée Origine France, donc tous les services, que ce soit la conception, la production, le support technique, tout est réalisé en France. Donc l'offre se décline, il y a 5 atouts majeurs par rapport à l'offre. C'est une personnalisation du site. Donc si le client a déjà du texte, des photos, etc., on pourra les reprendre. Si par contre il n'a aucune idée du site et de sa conception, on pourra lui fournir tout clairement. C'est une solution de tout compris. Donc l'entreprise n'a rien à faire, on s'occupe de tout. Il y a une formation à la prise en main, il y a de l'accompagnement, il y a des hotlines, donc le client n'est jamais tout seul. Des tarifs compétitifs, il faut que ce soit accessible à toute entreprise, à toute taille. Et donc il y a l'abonnement mensuel qui permet de lisser les coûts. Donc là on vient de parler de la création du site. On va arriver sur le cœur de notre métier. Latic System Solutions, qui est effectivement notre partenaire, qui est une filiale du WCE, a conçu une plateforme qui s'appelle SystemPay pour notre site. On va démarrer d'une définition. Le commerce électronique, c'est quoi? C'est l'échange pécunier des biens, des services et des informations par l'intermédiaire des réseaux informatiques, notamment Internet, donc, qui est plus communément appelé l'e-commerce, et à distinguer par rapport à la VPC, la vente par correspondance, qui elle, c'était en fait l'acheteur qui fournissait à un tiers la saisie des informations bancaires. Donc là, je rejoins un petit peu ce que disait Marc. C'est important. Si aujourd'hui on a un mouvement important sur Internet, c'est aussi parce qu'il y a une sécurisation des cartes et des paiements. Ça, c'est très important. Mais on voit aussi que les canaux de communication ont complètement changé. On parle maintenant du cross-canal, de canal croisé. Vous allez pouvoir démarrer l'achat sur Internet et le terminer en boutique, ou l'inverse. Et on voit qu'effectivement, tous les paiements mobiles prennent aussi une importance très très forte. Ils sont même en train de dépasser l'Internet classique. Donc tout ce qui est smartphone et donc tablette. Quelques chiffres aussi sur l'e-commerce. Donc les chiffres qui sont communiqués par la FEVAD, la Fédération du commerce électronique et de la vente à distance. On voit qu'effectivement le chiffre d'affaires a progressé de 14% de 2014 à 2015, dans un contexte de consommation qui est quand même assez rapide en France. Les ventes sur 10 ans ont progressé de 675%, donc là c'est exponentiel. Le chiffre d'affaires pour l'année 2014 est de 64,9 milliards d'euros et 835 millions de transactions sont réalisées ont été réalisées en 2015, soit une progression de 19%, avec un panier moyen assez sympathique à 78 euros. Donc faire face à l'engouement de l'e-commerce, BPCE a préféré effectivement développer sa plateforme depuis 2010 qui s'appelle SystemPay. Donc ça a généré, pourquoi en fait on a préféré gérer notre propre plateforme pour répondre aux exigences du marché et aussi pour être plus agile
Quand le client nous demande de mettre des options sur les offres, eh bien on peut le faire très rapidement, alors qu'avant on passait par un prestataire et ça demandait une semaine, voire 15 jours de délai. Il faut être le plus rapide possible. Ça a permis, donc là, le bilan, on a migré plus de 5000 commerçants avec succès, et surtout, ça a permis d'accroître la satisfaction des clients, puisqu'on maîtrise tout le process de base. Donc voilà comment ça se matérialise. Donc ça a été, la plateforme, elle a été conçue en partenariat avec l'IRA Network et approuvée par tous les centres agréés, donc par bancaire, American Express, 3DS, etc. Et on propose un large choix de paiement, des cartes classiques, des cartes privatives, type où on a des options possibles de paiement par mail. Donc je vais faire le détail après. On peut personnaliser la page de paiement, et il y a plein d'options possibles. Donc on peut vraiment paramétrer et avoir vraiment faire du sur-mesure. Donc voilà les trois offres. On a l'offre Access, donc ça c'est vraiment l'offre d'entrée de gamme, c'est une offre défensive. Et là on pourra faire que de la vente à distance, c'est-à-dire que le client il aura un accès web et il pourra saisir les informations de carte bancaire directement sur le web. Donc il n'y a pas de sécurisation de moyen de paiement. Donc ça c'est vraiment une offre d'entrée de gamme. Le cœur de l'offre est situé sur cyberplus.net. Là on va effectivement sur le site marchand de notre client installer donc la brique de paiement. Et là, le client, donc le site deviendra marchand, et donc il pourra vendre à tous les internautes, après à lui de faire sa communication. Et Cyber Plus Mix, ça c'est la dernière offre, ça c'est plus pour les TPE, plus pour les pure players. Donc là, on serait sur l'entreprise, tu aurais une plateforme téléphonique, et on pourrait faire effectivement, faire correspondre et donner des informations entre la plateforme téléphonique et le site internet. Tout ça s'est rendu possible également, et Marc on parlait par rapport à la sécurité. 3DS, c'est quoi? C'est un protocole qui a été lancé de paiement sécurisé, qui a été donc, initié par Visa, et après adopté par Mastercard. Comment ça fonctionne? En fait, lorsque vous faites un achat sur Internet, vous indiquez vos numéros de carte bancaire, et il faut apporter une information complémentaire, donc une méthode d'authentification, qui peut être de manière différentes manières. Donc populaire, c'est un usage unique, hein, c'est un SMS qui est envoyé, un 8 chiffres, et qui permet de faire des transactions. Pour le commerçant, il y a un intérêt très très fort également, ce qu'on appelle le liability shift ou le transfert de responsabilité, qui dégage effectivement le risque de paiement contesté. Donc le commerçant, il est assuré d'être payé. Donc il n'y a pas de contestation possible par rapport à ça. Ça représente quand même 80% des impayés. Une option qui fonctionne très bien et que les clients aiment beaucoup, c'est le lien par mail. Vous avez un mail ici, un cours de mail, donc le commerçant peut indiquer ce qu'il veut, on peut mettre une référence, un montant, une date de fin de validité, on peut le traduire en toutes les langues, mettre le signe de devise. Ce mail est envoyé donc au client, le client va sur le lien et va pouvoir payer en ligne directement, il va pouvoir payer sur la page. Donc il se retrouve dans la même configuration que s'il était sur Internet, avec le système 3DS. Et ça c'est fait en direct, donc le commerçant, dès que ça a été payé par le client, le commerçant le voit dans son outil de gestion que le paiement est accepté par 3DS. Donc là, on va faire une petite liste de tous les quelques usages qu'on peut en faire. Donc, pour l'exemple du paiement, c'est un échec de paiement sur le site sur marchand. Vous faites un achat sur le site, mais malheureusement, vous n'avez pas votre téléphone portable pour indiquer le code que vous avez reçu. Le commerçant peut envoyer le lien par mail et vous ressaisissez l'opération. Deuxième usage, vous pouvez aussi répondre à une offre promotionnelle, c'est-à-dire que le commerçant vous envoie une offre promotionnelle, un peu comme on fait sur les ventes privées. Le mail sera limité à 3 jours, et si vous êtes intéressé, vous répondez, vous payez. Le paiement suite donc à un devis de vos factures, vous recevez un artisan chez vous, vous convenez d'une transaction, d'une prestation, il vous envoie la facture avec le lien par mail, et vous pouvez verser les arbres ou verser un acompte. Le paiement suite à une campagne marketing direct, c'est un peu la même chose que l'offre promotionnelle. Le paiement suite à un appel à cotisation ou abonnement, vous êtes abonné à une salle de sport, il y a une cotisation à vous la payer, le commerçant pourra vous l'envoyer par mail. Et de la même manière, le paiement suite à une réservation par téléphone, vous avez réservé une chambre d'hôte au bout de la France, le responsable de la chambre d'hôte pourra vous envoyer le lien et vous allez pouvoir verser les liens. Ça permet effectivement, comme on le disait tout à l'heure, d'aller plus vite et d'être sécurisé. Ça évite le chèque, ça évite la perte, beaucoup plus rapide. Apple Pay, je vais passer très très vite, hein, vous avez certainement dû en entendre parler. Donc,
BPCE, donc a signé un accord avec Apple, en exclusivité avec le groupe Carrefour, pour proposer effectivement à nos clients et aux porteurs de téléphones portables. Donc là, il faut pas avoir un iPhone assez récent ou un matériel assez récent, que ce soit l'iPhone 6 ou l'iPad mini. Et donc, sans contact, vous pouvez payer chez les commerçants. Si les commerçants, bien sûr, ont accepté le sans contact, qu'ils ont signé un avenant au contrat, et bien évidemment avoir mis à jour leur TPE. Ça, c'est des conditions. Mais sinon, c'est vrai que vous allez pouvoir payer jusqu'à 300 € et vous authentifier grâce à l'empreinte digitale. Donc ça se développe plutôt très bien. Bien évidemment, toutes les banques vont avoir effectivement ce service-là dans les mois à venir. Je voulais terminer par un produit révolutionnaire. Vous avez tous les smartphones dans vos poches. Voilà, en fait, c'est un petit peu le pendant, si vous voulez, SmartPOS. C'est une nouvelle forme de TPE. Il y avait le TPE, maintenant il y aura le SmartPOS. Voilà comment ça se matérialise. Alors pourquoi on a créé ce produit? Donc ce produit a été développé par Natixis Paiement Solutions, toujours le filiale. En faisant un constat, effectivement, on voit qu'aujourd'hui, on est sur une multi-canal. Les gens utilisent aussi bien Internet que leur téléphone. Ils sont connectés en permanence. Internet exige aussi des prix bas, des services irréprochables. Donc on voulait effectivement accélérer là-dessus. Et on voit qu'effectivement les TPE qu'on peut voir aujourd'hui, ils sont un petit peu dépassés. Il y a aussi un principe réglementaire, c'est réduire effectivement la fraude et la TVA, moins l'espèce, en obligeant les commerçants à disposer d'une solution d'identification conforme. Le produit SmartPOS intègre effectivement ces contraintes. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà, ça ressemble à un écran 7 pouces, qui est très très solide. On s'est amusé à faire tomber par terre. Ça fonctionne bien, ça ne casse pas, ça tient le coup. C'est un produit tout en un, c'est-à-dire que quelqu'un qui est nomade peut embarquer dans l'appareil jusqu'à 4000 références et il peut donc vendre directement à domicile. Ça, c'est quand même très intéressant. Il fonctionne en 3G, en Wi-Fi. Il peut fonctionner en Bluetooth pour imprimer des documents directement sur l'imprimante. Caméra, audio. Vous pouvez aussi scanner des articles, etc. Il y a vraiment plein d'usages possibles. Là, vous avez à peu près toutes les applications possibles. Alors, l'idée, c'est pas non plus d'être le concurrent d'Apple, de développer 250 000 applications. On va, nous, se centrer sur des applications qui ont une utilité pour les professionnels, bien évidemment. Donc, ça sera à chaque commerçant, et en fonction de son activité, il pourra effectivement choisir les applications qui l'intéressent. Ce produit n'est pas encore en commercialisation, donc c'est vraiment une information en primeur. On l'a en test à la Banque Populaire du Nord. On est en train de le tester sur une vingtaine de clients. Et si le test est concluant, ça sera effectivement répandu et ça sera commercialisé en début 2017. Donc là, on a testé 4 applications. Donc je vais les détailler rapidement. Il y a la mesure de satisfaction client. Quand vous avez fait l'achat sur la tablette, vous allez pouvoir aller sur l'application et donner une notation par rapport à la prestation que vous avez vue. Le commerçant lui recevra chaque semaine donc un rapport hebdo des différentes notations qui ont pu être faites et il pourra y faire des sondages, il pourra effectivement analyser ces informations et puis mettre des actions correctives pour essayer d'améliorer sa prestation de service. Deuxième application, la page digitale, forcément c'est intégré directement. On retrouve tous les usages d'une caisse normale. Donc on peut encaisser de l'espèce, de la carte bancaire, du chèque, vraiment une vraie caisse. On peut envoyer des tickets par email au client s'il ne veut pas l'avoir de manière papier. Il y a bien évidemment, ça inclut le paiement, vous l'avez vu, il y a une multifonds, donc on peut accéder à sa carte bancaire. On peut payer donc en son contact et on peut payer avec son téléphone portable avec l'Apple Pay. Aujourd'hui, les cartes privatives ne sont pas acceptées dans la phase de test, mais bien évidemment, ça sera étendu à tout ce qui est Dinnerstone, Amex et compagnie. Une dernière application qui est assez sympa, c'est le partage d'édition, notamment dans les restaurants. Ouais, quand on va au restaurant, on arrive souvent tous en même temps, on va tous payer en même temps. Il y a souvent un peu d'attente. Et bien, quand vous êtes à une table, vous étiez à 5 à payer, donc à partager la note. Vous allez pouvoir partager la note, donc diviser cette note, et le commerçant pourra encaisser les cartes à l'enfilade. Il n'aura pas à ressaisir les montants. Donc c'est assez sympa et ça permet effectivement de fluidifier et quelque part de générer un peu plus de trafic. Là, je ne vais pas faire passer les vidéos. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter. Merci en tous les cas pour votre attention. Vous avez des questions? Monsieur.
Sinon, vous pouvez nous retrouver sur le stand. Exactement. Revenez après pendant la si vous voulez les fraises aussi, en tout cas pour la mienne, il n'y a aucun problème.